من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حلم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. إننا لا نبالي فلنسير للمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم. كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن، اجمعوا كل المعاني من عرب أو عجم، لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم، حين يشهدون حالي بالسرور يبتسم. فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم، يا نجوم السماء يا عبائق النسم، يا سحابب الرجاء يا طيور الحرم، يا رعود الشتاء يا جميع الألم. اشهدوا هذا المساء أنني قلت القسم، سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف Coupez-vous sans s'il vous plaît. Ça, Donc, Monsieur Hamadou, bonjour. إذا بدنا responsable من هذا Monsieur Hamadou. نعم.
Donc, vous pouvez commencer, Monsieur Delandry, le président du D'ac- SARO. En principal, vous D'accord, pouvez commencer. d'accord. D'ici comme ça, une demi-heure pour expliquer, ou 20 minutes pour expliquer dans un premier temps, puis j'attendrai les questions au fur et à mesure. Oui. Donc, ils Alors, pourront. c'est bon? Je peux commencer? Oui, bien sûr. OK. Vous comptez. Donc, Salam alaikum. oui. Salam. Alors, voilà, donc, bon, tout d'abord, donc, Saha Aïd de tous les pharmaciens, Saha Ramadan Tahoum, mes salutations donc de Tizi Ouzou. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de la fiscalité du pharmacien, bien que nous soyons dans une crise sanitaire quand même assez difficile. Tout le monde doit vivre, tout le monde donc doit faire droit à ses obligations. Donc aujourd'hui, on va parler des difficultés rencontrées ici et là par les pharmaciens et qui me contactent d'ailleurs. J'essaierai tout à l'heure de rappeler un peu les questions qui sont posées, très bonnes questions qui sont posées par des pharmaciens d'Annaba, d'Oran, d'Alger, de Tizi Ouzou, beaucoup de questions au niveau de Tizi Ouzou. Donc, elles sont liées toutes à la crise sanitaire que nous vivons. Et en même temps, parallèlement, il y a aussi un autre événement qui est également important, c'est la loi de finances complémentaire pour 2020. Donc, le Parlement vient avec ses deux chambres, il vient d'adopter le projet de loi de finances complémentaire pour 2020. Très certainement, vous attendez les dispositions qui concernent les pharmaciens, qui vous concernent vous-même. On essaiera bien sûr de les rappeler pour vous préparer bien sûr à l'après 2020. Donc nous allons bien entendu commencer par les droits et obligations du pharmacien dans cette crise que nous vivons actuellement. Beaucoup de pharmaciens m'ont contacté. Il faut savoir que dans cette phase depuis mars, plus exactement depuis mars, toutes les obligations fiscales, elles sont suspendues. Elles sont suspendues par le fait que l'administration fiscale est fermée et par le fait aussi que tout le monde doit respecter donc les gestes donc anti-corona, donc pour éviter la propagation de ce microbe qui a quand même fait beaucoup de dégâts et qui a carrément bloqué tout le monde entier. Donc l'administration fiscale, au même titre que les autres administrations, elle a mis en place un planning. Donc déjà, rappelez-vous que nous étions au mois de mars. C'était autour du 20, du 18, 15 au 20 mars. C'est là au moment où on doit déposer la déclaration de février, ce qu'on appelle le GC compte de février. Donc immédiatement, la Direction générale des impôts, elle a reporté au mois suivant, c'est-à-dire, dans un premier temps, c'est un mois. La déclaration de février, au lieu qu'elle soit déposée au mois de mars, elle sera déposée, il est prévu qu'elle soit déposée le mois d'avril. Puis la crise persiste, l'administration a également reporté la déclaration de mars et en même temps février au mois de mai. Ainsi de suite, on est sur une date actuellement du 20 juin. 20 juin, du moment que le 20 tombe un samedi, ce sera le 21.
donc le jour où il faut payer. Ça, c'est pour les déclarations mensuelles qu'on appelle le G50. Pour le moment, à l'heure actuelle, donc il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer. Vous demanderez à vos comptables de faire les G50, à moins que, parce que nous sommes aujourd'hui le 4, nous sommes le 4, donc à moins que elle sera également, elle aussi reportée, parce que ça parle également de report. Hein. Ça parle de report, à moins qu'il y ait un déconfinement, ce qui va pousser les contribuables en général à déposer ces déclarations cumulées. Oui, que des fois, ça ne sert à rien quand elles vous attendent. Des fois, il y a certaines pharmaciens qui ont déposé les G50 pendant cette période. Ils les ont déposés, donc ils ont évité des pénalités. Cela ne veut pas dire que ceux qui vont payer le mois de juin vont payer des pénalités. Il n'y aura pas de pénalité. Et je pense même ceux qui vont payer encore plus tard que le mois de juin, ils ne sont pas prêts, leur comptable est injoignable, etc. Donc, il n'y aura pas, très certainement, il y aura un dispositif qui va tout simplement annuler les pénalités. Mais toujours est-il, ce qui est dû est dû. Donc, si vous êtes prêts, vous pouvez les déposer. Parce que pour le moment, on ne parle pas d'amnistie. On ne parle pas d'amnistie. On ne parle pas donc d'annulation d'impôts. Du moins, on va dire du moins pour les pharmacies, parce que les pharmacies, il ne faut pas oublier, ont travaillé pendant cette période. On parle d'amnistie beaucoup plus pour d'autres activités qui ont fermé pendant cette période. Ça, bien entendu, c'est pour les G50. Donc, retenez la date du 20 juin pour toutes les déclarations cumulées de février, mars et avril. Avril et mai aussi. Donc, mai, ça tombe le mois de juin. Pour les G50, voilà ce qu'il y a. En attendant, bien sûr, des informations si elles nous parviennent de la DGI, parce qu'à tout moment, elle peut faire publier un communiqué au niveau de son site. Maintenant, pour les acomptes provisionnels et l'IRG, le solde de liquidation, donc pour ces impôts, il faut rappeler que le provisionnel devrait être payé au plus tard le 20 mars, puisque le 20 mars était fermé, donc il y a eu un report jusqu'au 20 juin. Donc il y a eu des reports au même titre que les déclarations G50. Et quand on dit 20 juin, cela veut dire que ça va se cumuler avec le deuxième acompte provisionnel. Et oui, parce que le 20 juin, c'est le deuxième acompte. À moins que la DGI va, par communiqué, va reporter le deuxième acompte. Vous voyez, donc, on est un peu dans l'incertitude en ce qui concerne le mois de juin, la date du mois de juin. Je pense qu'il n'y aura pas de pénalité, quoi qu'il en soit. Je dis bien, quoi qu'il en soit. Même si vous êtes touché par la pénalité, il faut invoquer un article très intéressant, c'est l'article 51 de la loi de finances 2015. Quand vous payez la totalité de votre impôt, vous évitez la pénalité de recouvrement. Donc, je répète, article 51 de la loi de finances pour 2015. C'est valable pour tous les impôts, bien entendu. Voilà donc pour l'acompte provisionnel ou les deux acomptes provisionnels. Le bilan. Le bilan, c'est la déclaration annuelle. Vous savez que normalement, elle doit être déposée, donc la déclaration annuelle ou bilan doit être déposée au plus tard le 30 avril. Là aussi, donc cette déclaration annuelle a fait l'objet de report, jusqu'au mois de juin, jusqu'au 30 juin 2020. Sauf, bien sûr, autre report qui n'est pas encore, qui n'est pas publié donc au niveau du site de la DGI. Voilà donc pour fiscal, qu'elle soit mensuel, annuel ou à compte provisionnel.
Rappelez-vous toujours l'article 51 qui vous permet d'éviter de payer la pénalité en cas où vous êtes touché. Maintenant, on va passer, du moment que je vous laisserai le temps, on va passer très rapidement à la loi de finances complémentaire pour 2020. La question qui va se poser ici, qu'est-ce qui intéresse le pharmacien? Vous voyez qu'il y a la loi de finances complémentaire, elle contient 72 articles. Mais les 72 articles ne vous concernent pas tous, concernent d'autres activités. Vous avez les professions libérales, vous avez également l'impôt sur la fortune, là aussi on en parlera un petit peu. Vous avez des dispositions qui concernent les travaux de bâtiment, vous avez des dispositions diverses, vous avez un relèvement de taxes, telles que la taxe intérieure, plutôt la TPP, la taxe sur les produits pétroliers. C'est donc l'essence qui va augmenter et également le gasoil. Donc, mis à part ces dispositions qui concernent pratiquement tout le monde, nous allons voir donc que le secteur de la pharmacie peut en profiter de certaines dispositions intéressantes. Alors, je parlerai dans un temps de dépôt forfaitaire unique parce que j'ai constaté, à travers mes sorties, j'ai constaté que certains pharmaciens ont choisi l'IFU. Il faut que ces pharmaciens sachent que la loi a changé. La loi a changé déjà par biais de la loi de finances initiale. Il y a eu des réaménagements par la loi de finances complémentaire pour 2020, celle qui est actuellement en voie de promulgation, donc en voie de signature par le président de la République, et bien sûr, publication au journal officiel. On attend d'un jour à l'autre sa publication au journal officiel. Elle va certainement s'appliquer peut-être à partir du 10 juin à peu près, hein, peut-être un peu moins peut-être. Hein. Donc, pour ces gens, pour ces personnes, ces pharmaciens qui sont suivis à l'IFU, ils doivent savoir que le seuil a changé. Ce n'est plus 30 millions de dinars. Le seuil, le maximum pour l'application de l'IFU, c'est 15 millions de dinars. On l'a réduit de 50%. À ma connaissance, avec ce seuil qui est réduit de 50%, je ne pense pas qu'il y ait des pharmaciens qui n'ont pas, donc, des pharmaciens qui n'ont pas un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 15 millions, 1,5 milliard. Vous voyez que c'est très facile, le chiffre de 15 millions est vite dépassé, surtout pour un pharmacien, avec le chiffre d'affaires qu'il réalise annuellement. Donc déjà, voilà le premier, si vous voulez, problème pour ces pharmaciens qui veulent rester toujours dans l'IFU. Il n'y a pas que ça qui a changé. On est revenu aussi pour ceux qui sont toujours dans les 15 millions de dinars. On est revenu donc à la déclaration prévisionnelle. La déclaration prévisionnelle, ça veut dire que c'est le commerçant, c'est le contribuable lui-même qui va faire cette déclaration. Dans les délais sont fixés pour entre le 1er juin et le 30 juin. Donc, pendant cette période, la personne qui est suivie à l'IFU doit faire cette déclaration et en même temps payer soit la totalité, soit par échéance. Alors, si c'est par échéance, s'il opte pour l'échéance, il va payer 50% jusqu'au 30 juin et le reste, il paiera 25 au mois de septembre et 25 au mois de décembre. Et s'il fait un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions, à la déclaration prévisionnelle, la loi l'oblige à faire une déclaration complémentaire au mois de janvier. Voilà donc ce qui est prévu pour le pharmacien. Donc il faut retenir que le pharmacien n'est pas exclu, comme certaines entreprises sont exclues de l'IFU. Il peut toujours choisir l'IFU. Mais vu le seuil qui est fixé à 15 millions de dinars, ça m'étonnerait qu'il y ait des pharmaciens. Et sachez aussi que l'option a changé maintenant. L'option, quand je dis l'option, c'est au réel.
l'option au réel, parce que si votre chiffre d'affaires, si le chiffre d'affaires du pharmacien, il est par exemple de 10 millions ou là de 12 millions ou là 14 millions, s'il n'opte pas au réel, il est d'office au forfait. Et s'il opte au réel, ce sera à titre définitif. Ce n'est plus comme avant, on opte pour 3 ans. 3 options. Maintenant, ça y est, quand on opte, jusqu'à la fin, jusqu'à la cessation d'activité plutôt, qu'on pourra donc continuer à être imposé au réel. Voilà donc pour cette disposition de l'IFI, et je rappellerai, comme je l'ai toujours fait, je rappellerai toujours pour ceux qui veulent rester dans l'IFI, je leur dirai que c'est pas intéressant. Pourquoi c'est pas intéressant? Parce que tout simplement, c'est pas intéressant parce que les charges ne sont pas déductibles. Et contrairement à ce qui se dit en milieu pharmaceutique, quand on est à l'IFU, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas concerné par un contrôle. Tous les contribuables sont concernés par un contrôle. J'ai entendu dire, il y a des pharmaciens, il y a d'autres pharmaciens qui me l'ont dit, voilà, paraît-il, quand on est au forfait, on n'est pas concerné par le contrôle. Vous n'êtes pas concerné, certes, par ce qu'on appelle la vérification de comptabilité, c'est vrai, mais vous êtes concerné par le contrôle sur pièce, par les autres formes de contrôle qui existent, la VAS et autres. Donc, il ne faut pas se dire, lorsqu'on est au forfait, on est à l'abri. Non, on est à l'abri quand on respecte la loi. On est à l'abri quand on déclare son chiffre d'affaires. Voilà, et quand on respecte ses obligations fiscales en général. Voilà pour l'IFU. Maintenant, je reviens au réel, parce que l'extrême majorité, peut-être 90% des pharmaciens sont concernés par le réel, soit d'office, soit par option. Il faut savoir qu'il y a une très belle disposition dans la loi de finances complémentaire pour 2020, c'est le don. Et je vais relier ça à la crise sanitaire. Le don, vous savez, nous l'avons vu, le don est déductible. Qu'il soit en nature, qu'il soit fait en nature ou en espèces. Le don est déductible. L'article 169 du Code des impôts directs et taxes assimilées l'avait passé, l'avait fixé. Donc, le seuil de déduction était fixé initialement à 1 million de dinars, c'est-à-dire 100 millions. Aujourd'hui, avec la loi de finances complémentaire, autrement dit, à partir de l'exercice 2020, ça tombe bien parce que on est dans la crise en 2020. Donc, à partir de janvier 2020, même si la loi de finances va commencer à faire son effet à partir du mois de juin, en l'exercice, donc vous avez la possibilité pour ceux qui ont fait des dons supérieurs à 1 million de dinars de le déduire. La loi de finances complémentaire a fixé maintenant le seuil maximum à 2 millions de dinars. Voilà donc une chose intéressante. Nous avons vu dans la crise sanitaire que nous avons vécue, nous avons vu un effort de solidarité, plus particulièrement des officines pharmaceutiques. Donc, tout ce que vous avez fait, vous avez la possibilité de le déduire. Vous avez cette possibilité de le déduire, sauf que maintenant, il faut que je précise les modalités. Il ne suffit pas de donner comme ça de l'argent en espèces, par exemple, ou autre. Il faut quand même. Alors, si c'est un don en nature, ça veut dire des médicaments, bien des pavettes, des masques ou autre chose, ou gel, etc. Si c'est ce genre, donc si c'est ce genre de don, là, des médicaments tout court. Les médicaments tout court, là, il faut faire donc un état et une décharge. Un état, vous mettez le nombre de boîtes de choses avec le prix unitaire, prix d'achat, s'il vous plaît. C'est pas le prix de vente, prix d'achat. Prix d'achat est total. Par produit, vous totalisez, c'est ça le tableau.
Et vous rajoutez, bien sûr, vous demandez la décharge qui sera signée par le président de l'association qui reçoit. Et là, il faut faire attention aux bénéficiaires. C'est pas n'importe qui doit vous faire la décharge. Il faut que ce soit une association agréée. Il faut qu'elle soit agréée. C'est pas n'importe quelle association. Et encore, qui agit dans la bienfaisance. Donc, il faut faire attention. Et en même temps, le président doit vous signer ces documents. Ça, c'est pour, bien sûr, pour le don en nature. Le don dans l'espèce, c'est très simple. Vous pouvez le faire virement. C'est déjà la traçabilité, donc il n'y a pas de problème. Donc, la preuve, elle existe. La preuve, elle existe suivant le mode. Donc, si c'est de l'espèce, il faut demander la décharge. Si c'est de l'espèce, il faut demander la décharge. Vous pouvez le faire pour plusieurs associations ou bien une ou deux ou trois. Il n'y a aucun problème. Vous avez encore la possibilité, si vous ne l'avez pas fait, de le faire. La crise continue encore. Vous voyez, donc, on peut faire des actes de générosité. Vous allez en profiter doublement pour le bon Dieu et également, vous le faites également, vous allez donc déduire, si vous le voulez, ces charges. Voilà, donc, sinon, il y a des dispositions dans la loi de finances complémentaires qui vous disent que lorsque vous n'avez pas donc de liquidité, lorsque vous n'avez pas de liquidité, vous avez la possibilité, dorénavant, de déposer un registre de compte sans paiement. C'est revenu. Mais ça concerne beaucoup plus de bâtiments qui souffrent, qui ont des difficultés, etc. Pour cela. Voilà donc, globalement, ce que je dois vous dire. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, sinon, j'en reçois tous les jours des questions. En attendant que les questions, il y a une pharmacienne de Tizi qui m'a contacté avant-hier, pas plus tard qu'avant-hier. Elle m'a posé une question intéressante, ou du moins, c'est une question qui n'est pas venue toute seule. Elle a reçu de la part de son inspecteur, ici à Tizi Ouzou, une lettre, un courrier, par laquelle l'inspecteur lui réclame les factures pour lesquelles la marge est supérieure à 30%. Voilà, donc le problème, il est là. Parce que pourquoi cet inspecteur réclame les factures dont la marge est supérieure à 30%? Et là, je vous renvoie à un article du Code des impôts directs et des taxes assimilées qui explique la réfaction de 50%. La réfaction de 50% accordée aux pharmaciens est d'abord maintenue, parce qu'il y a des pharmaciens aussi qui m'ont parlé de la réfaction, parce qu'elle a changé. Elle n'a pas changé, elle est toujours de 50% en matière de TAP. Mais c'est une ancienne disposition qui vous dit que pour en bénéficier, il faut que ce soit un médicament inscrit dans la nomenclature. Donc, si vous achetez des bavettes, du gel ou bien des savonnettes ou autres, de la parapharmacie par exemple, il faut savoir qu'il n'y a pas de réfaction ici. La réfaction, pour qu'elle soit accordée, il faut réunir deux conditions. La première, il faut que ce soit donc le médicament donc, qui est inscrit dans le décret 93-15, et c'est le médicament, bien entendu, mais il y a une deuxième condition qu'on oublie souvent. La deuxième, c'est que pour bénéficier de cette réfaction, de cette réduction de 50%, il faut que la marge bénéficiaire du médicament se situe entre 10 et 30%. Alors, donc, cet inspecteur, s'il a agi ainsi, c'est parce qu'il connaît la disposition. Et s'il demande à cette dame pharmacienne ses factures, c'est pour, bien sûr, il vise le redressement. Le redressement parce qu'il connaît cette disposition. Donc, il faut faire attention, il faut connaître, comme je l'ai dit dès le départ,
connaître ses droits. Il faut connaître ses droits et connaître aussi ses devoirs et ses obligations. Donc ici, j'ai tout simplement demandé à cette dame d'aller voir son comptable, de voir s'il y a des factures de cette nature et de justifier. Je lui ai rajouté aussi d'ailleurs, c'est une question-réponse que j'ai envoyée dans mon fichier, il la recevra. Donc vous voyez donc ici, il s'agit d'un inspecteur qui connaît la loi. Alors que croyez-moi, vous avez profité combien d'années déjà par le passé? Vous avez profité de cette disposition, vous avez très certainement appliqué la réfaction de 50% à tous les médicaments, y compris ceux qui ont une marge supérieure à 30%. Et j'en ai vu également certains pharmaciens qui ont même appliqué la réfaction pour les produits parapharmaceutiques. Donc, faites attention, le produit flux, et vous avez aussi les médicaments dont la marge dépasse 30% est également exclue. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Monsieur Hamadou, nous avons une question. Oui. Donc, concernant l'avoir financier, est-ce qu'on le déclare? Comment on le déclare dans la comptabilité? L'avoir financier, comment on le déclare dans la comptabilité? Très bien. Vous savez qu'un avoir financier, c'est un peu l'équivalent. C'est l'équivalent d'une remise. Vous voyez, des groupes pharmaceutiques à sa manière. À sa manière. Un avoir financier, c'est que vous payez, puis après, vous payez ou vous ne payez pas, ça dépend de la. Donc, un avoir, c'est on cumule des remises par mois, par exemple. On les cumule. Mais sinon, sur le plan fiscal, c'est la même chose. C'est pratiquement la même chose. Quand on a un avoir fiscal ou bien une remise, la marge, si vous voulez, la marge qu'on vous donne est supérieure, est importante. Ce qui veut dire qu'elle a des répercussions sur le plan de l'IRG, de l'impôt annuel. Donc, c'est une marge qui va agrandir, si vous voulez, la base, l'assiette de l'impôt. Sur le plan de la TAP, il n'y a pas d'imposition. Si vous respectez le planning des avoirs, donc des attestations ou bien des documents. Donc, il n'y a pas de TAP pour les deux. Vous voyez qu'ici, un avoir financier ou une remise, c'est tout simplement chaque groupe, chaque labo le fait à sa manière. Il n'y a aucune différence, croyez-moi, sur le plan fiscal, aucune différence. Certains, je ne sais pas s'il faut le dire, certains peut-être utilisent, certains disent, en justifiant l'avoir financier, il vaut mieux qu'on fasse l'avoir financier pour éviter de tomber dans un problème de la loi sur les pratiques commerciales. Les lois sur les pratiques commerciales, ils vous disent attention, il faut pas que comment dirais-je, la remise dépasse 10%. C'est interdit. Et d'autres vous disent qu'il y a que la remise qui est visée. J'utilise l'avoir financier. Pour moi, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Donc, sur le plan fiscal, TAP, pas de TAP, mais sur le plan IRG, donc il y a un super bénéfice pratiquement, vous gagnez, et là, vous allez le constater dans cette marge, donc il sera imposé. Parce que qu'est-ce qu'on impose réellement à l'IRG? On impose le bénéfice. Et le bénéfice, comment on le trouve? Il résulte de l'opération suivante. C'est produit moins charge. Alors, qui dit produit? Les produits, c'est quoi? Les produits, c'est avant tout le chiffre d'affaires auquel il faut rajouter les ristournes, s'il y a des ristournes, auquel il faut rajouter des plus-values, s'il y a des plus-values, etc., etc. Donc, lorsqu'il y a un écart entre produits, quand les produits sont importants et les charges sont minimes, automatiquement, vous allez vous retrouver avec une base imposable qui va très certainement vous coûter cher sur le plan impôt. Vous voyez? Monsieur Hamadou, nous avons une deuxième question.
Donc, ça Allez-y. concerne les allocations familiales. Jusqu'où on peut aller, je m'explique. C'est quoi le montant maximum qu'on peut déclarer pour les Vous avez allocations dit familiales? des allocations familiales. Alors, les allocations familiales, normalement, rien à voir avec le pharmacien. C'est la sécurité sociale, c'est la CNAS qui les donne aux salariés. Elle n'a rien à voir avec le pharmacien. Elle est liée au nombre d'enfants qui ont un âge, jusqu'à l'âge bien sûr autorisé, 18 ans ou un peu plus pour ceux qui suivent les études. Donc ici, le pharmacien d'abord, s'il parle de lui-même, il n'ouvre pas de droit pour ses enfants. Les allocations familiales n'existent pas, donc c'est pas autorisé pour les employeurs. Et maintenant, s'il parle des salariés, les salariés ouvrent le droit, bien entendu, mais le montant d'ailleurs, actuellement, il est presque figé à 300 dinars. Dans certains cas, dans les petits salaires, on a dépassé le stade des 600 dinars. C'est généralement 300 dinars. Ça revient à 300 dinars par enfant. Voilà, donc on ne parle ici ni de charge, ni de paiement, du moment que l'employeur, quand il paye ses cotisations, vous avez à l'intérieur la partie des allocations familiales qui sont mises à sa charge. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, nous avons une troisième question. Donc, Oui. par rapport à la réfraction sur les produits pharmaceutiques, la Oui. vente est à libre marche. Comment explique-t-on cette réfraction? Là, oui, vous avez dit la vente, à répéter s'il vous plaît, la est vente à libre marge. à libre marge. Oui. Comment explique-t-on cette réfraction? Ah ben, à libre marge d'abord, oui, il y a certains produits qui sont à libre marge. C'est des produits généralement, généralement c'est la parapharmacie, libre marge, parce que le médicament, sa marge est fixée, faut pas la toucher, faut pas la toucher. Donc la réfaction, comment on fait pour la réfaction, c'est à partir des bordereaux. Normalement, c'est à partir des bordereaux. Vous allez voir qu'en pratique, les pharmaciens, ou du moins leurs comptables, ils comptabilisent, ils font donc, quand ils comptabilisent le chiffre d'affaires, leur chiffre d'affaires, ils le font à partir des encaissements, ce qui est comme une erreur. Mais des fois, vous n'avez pas le choix. Des fois, le pharmacien n'a pas le choix. Il préfère travailler sur l'encaissement que sur la facturation. La facturation, c'est le bordereau. Si vous suivez, si vous lisez les dispositions de l'article 221 bis du Code des impôts directs et taxes civils qui fixe les règles du fait générateur pour des activités d'achat-revente, parce qu'on ne peut pas vous classer ailleurs, vous êtes dans l'achat-revente. On attend quand vous dans les services. Maintenant, si vous êtes dans les services, on va vous appliquer un fait générateur qui est l'encaissement. C'est peut-être ce que cherche M. Bellandry, que je salue à travers ses ondes. Donc, c'est ce que peut-être il cherche. Entre autres, bien sûr, il n'y a pas que ce problème de fait générateur, parce que le fait d'être dans les services vous permet donc déjà service sanitaire, etc. Vous évitez le problème du registre de commerce, le problème de contrôle par les inspecteurs du commerce, etc. Mais aussi sur le plan fiscal, vous pouvez bénéficier, effectivement, c'est un atout supplémentaire, vous allez changer de fait générateur. Et le fait générateur est important, je l'explique très rapidement. Un fait générateur, c'est à quel moment il faut payer l'impôt. À quel moment il faut payer votre impôt. Et plus particulièrement ici, je vise la TAP, je ne vise pas l'IRG, c'est à la facturation, ça ne change pas. Donc, actuellement, en l'état actuel de la législation, l'article 221 bis, il vous dit que tout ce qui est achat-revente, c'est la facturation. C'est quand vous facturez que vous devrez vous acquitter de la TAP dans le mois. Ce que vous ne faites pas pratiquement. Pourquoi? Parce que vous attendez l'encaissement. Du moins, votre comptable attend l'encaissement
Puis après, là, il y a des erreurs, attention. Il y a des erreurs. Des fois, quand on fait, quand on impose à l'encaissement, des fois, on enlève la majoration. Et je me suis dit, vous poserez une question sur la majoration. Vous enlevez la majoration en croyant que la majoration est exclue de la TAP. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de TAP, quand j'ai parlé de réfaction, de l'article 219 du Code des impôts directs, la réfaction, on parle de réfaction uniquement pour les médicaments et non pour les services. Or, la majoration, c'est une prestation. Elle est du moins assimilée à une prestation sur le plan fiscal. C'est parce que vous avez suivi la politique du générique, etc. On vous donne un cadeau, si vous voulez. On vous donne cette prestation. Donc, moi, j'ai vu beaucoup de comptables qui, la majoration des chiffres d'affaires. Moi, j'en ai vu pire que ça. J'en ai vu même des ristournes qui sont exclus de la taxation. Et s'il y a des pharmaciens de Guelma, je les salue au passage. J'ai vu des cas là-bas. Il y a beaucoup de pharmaciens de Guelma, et même à côté des environs, donc de Constantine, qui ont reçu des redressements parce qu'ils n'ont pas imposé cette majoration, et en même temps, la reçu une notion que c'est du côté d'Annaba. Donc, je vous dis qu'il faut faire très, très attention. Tant que vous êtes dans le fait générateur qui est la facturation, vous devrez faire donc vos déclarations GC-Compte sur la base des bordereaux. C'est des bordereaux qui facturent réellement. Par contre, le jour où vous serez donc dans les services, et dans ce cas-là, l'article toujours 221 bis du Code des impôts directs et taxes assimilées, là, il vous dit que pour les prestations de services et travaux, là, le fait générateur, c'est l'encaissement. Et là, je suis d'accord avec vous, vous appliquez l'encaissement. Il y a certainement des pharmaciens qui ont été pénalisés, et ils n'ont pas, bien sûr, n'ont pas fait attention. Ils ont été pénalisés par le fait qu'ils ont reporté le fait générateur d'1 mois, de 2 mois. Ça dépend. Donc, il faut faire attention. Mais moi, je vous demande de ne pas changer, parce que si vous changez, vous allez avoir des problèmes. Vous avez commencé par l'encaissement, vous continuez. Il faut savoir la règle, qu'est-ce qu'elle dit, en attendant qu'elle change. Voilà à peu près, voilà, quelque chose que le SNAPO peut demander. Vous pouvez changer même sur le plan fiscal. Voilà. Nous avons une autre question. Oui. Est-ce qu'on peut évoquer l'article 51 de la loi de finances 2015 pour une pénalité payée en 2017 suite à un retard de déclaration? Très bien. Donc, oui, l'article 51 le permet. Mais est-ce que c'était un oubli? Parce que des fois, si c'était l'article 51, il vous donne les conditions. Il vous dit que si c'est une taxation d'office, par exemple, non. Si, par exemple, s'il y a des manœuvres frauduleuses, non. Ça dépend de ce qui a motivé. C'est une omission. Est-ce que c'est un contrôle? Vous voyez, donc, tout dépendra du cas, enfin, pratiquement. Mais en général, moi j'ai remarqué, hein, en général, les receveurs des impôts, ils l'appliquent pratiquement pour tous les cas, sauf bien sûr les cas de manœuvre frauduleuse. Hein. Alors là, j'explique quand même un petit peu, j'ouvre une petite parenthèse pour expliquer ce que c'est une manœuvre frauduleuse. Hein. La manœuvre, c'est la fraude fiscale, pratiquement. C'est la fraude fiscale, c'est-à-dire vous trichez volontairement. Alors que peut-être dans le cas du pharmacien qui a posé la question, c'est une erreur, il a oublié, ou bien, et il n'a pas fait ça sciemment. Voilà, la loi, elle parle de sciemment, volontairement. Donc, parce que d'ailleurs, c'est quand c'est fait sciemment, la pénalité, elle n'est plus de 25%. Elle n'est plus de 25%, la pénalité de 100%. Quand il y a manœuvre frauduleuse, quand vous trichez volontairement. Rares sont les services des impôts qui appliquent cette période, mais ça existe, j'en ai vu. Hein, j'en ai vu des cas où
surtout ceux qui sont dans l'informel, ceux qui n'ont pas déclaré le début d'activité, ceux qui ont caché des chiffres d'affaires. Moi, je dirais, ceux, par exemple, qui ont caché, par exemple, les ristournes. Les ristournes, pour moi, je considère qu'il s'agit d'un cas de manœuvre frauduleuse. On ne peut pas dire que c'est l'ignorance de la loi ici. D'ailleurs, vous avez un adage dans la Constitution, la défunte Constitution, qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Et apparemment, c'est reproduit dans la nouvelle mouture de la Constitution qui sera prête bientôt. Donc, vous voyez qu'un inspecteur, il pourra vous créer des problèmes. C'est un problème, donc, ici, de qualification de l'infraction. C'est une infraction fiscale. Il n'y a pas lieu d'appliquer les pénalités de 100%. Et si c'est une pénalité dans un sens pénal, il y a la manœuvre frauduleuse, il y a l'intention coupable, automatiquement, ici, vous risquez même un dépôt de plainte auprès du procureur de la République, par le directeur des impôts, qui est donc au bien de CDI concerné. Donc on doit faire attention. On doit faire attention, et surtout, s'il y a problème, parce que des fois ça arrive comme ça, et il faut justifier qu'on ne mette pas dans l'intention frauduleuse. Et encore, il faut le savoir, c'est pas vous qui faites ces déclarations, c'est le comptable. Mais dire à un inspecteur des impôts, c'est la faute du comptable, ça passe pas, hein. Ça ne passe pas. Ça ne marche pas du tout. Vous avez signé le document, vous avez accepté. C'est pour ça que j'ai toujours dit, qu'il faut récupérer sa fiscalité. Il faut la reprendre parce que vous l'avez perdue, vous l'avez confiée. Il faut apprendre avec le temps. C'est pas difficile, la fiscalité. La fiscalité, c'est le fait qu'elle change d'une année à une autre. C'est tout. Le reste, c'est pas difficile du tout. Ça coûte rien du tout de temps en temps d'aller voir votre comptable. Bonjour, monsieur le comptable. Voilà. On va parler un peu des chiffres d'affaires. Il décharge. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des optimisations pour payer moins d'impôts? Moi, je sens que je paye plus d'impôts. Et là, votre comptable, qui n'est, entre parenthèses, qui n'est pas, bien sûr, votre conseiller, parce qu'il y a une différence, mais je lui dis qu'il pourra vous donner des informations. L'inspecteur des impôts aussi, de temps en temps, vous pouvez le voir. C'est pas un monstre. Allons-y. Il y a une autre question. Oui. Oui. L'annulation de l'IRG pour les salariés, pour les salaires des employés, pardon, à partir de juin. Ouais. Comment procédons-nous? Exact. Ça, c'est une disposition de la loi de finances complémentaire pour 2020. Donc, il y a deux dispositions importantes à retenir. La première, c'est le relèvement du SNMG, salaire national minimum garanti, qui était avant de 18 000, il passe à 20 000 dinars. Donc, automatiquement, si vous avez des salariés qui perçoivent 18 000, qui sont déclarés 18 ou 19, vous devrez donc changer les choses. Vous allez donc tout simplement les augmenter, du moins dans la déclaration, parce que en pratique, peut-être vous leur donnez plus. Mais donc, c'est ça la première règle, c'est le SNMG. Le SNMG va faire son effet. Vous allez gagner quelque chose indirectement sans que vous sachiez. Vos charges vont augmenter avec ça. Vos charges vont augmenter. Certes, il y a le paiement de les cotisations, certes, oui, mais vous allez gagner beaucoup plus en matière d'IRG. Vous allez éviter un peu peut-être le 30% de taux fort. Vous allez donc, si vous avez plusieurs salariés, donc là, et sur le plan IRG, parce que sur le plan IRG aussi, il y a une disposition qui dit que jusqu'à 30 000 dinars, c'est exonéré. Et je sais que dans la plupart des cas, les pharmaciens et les autres contribuables en général, ce sont eux-mêmes qui supportent l'IRG. Alors que normalement, l'IRG est supporté par le salarié. Et puisque donc, ce sera exonéré jusqu'à 30 000 dinars, ce sera au lieu que ce soit une économie du salarié, ce sera une économie du pharmacien. Vous allez en profiter. Vous allez en profiter. Et oui,
il n'y aura pas de paiement de cotisation IRG jusqu'à 30 000 dinars. Au-delà de 30 000 dinars jusqu'à 35 000 dinars, il y a un système d'abattement. C'est un peu compliqué à expliquer, votre comptable. De toute façon, il va y avoir une note qui va expliquer. Donc, même la disposition de la loi de finances complémentaire, elle le dit. Il y a une équation qui se fait. Mais jusqu'à 35 000 dinars. Pourquoi on a arrêté jusqu'à 35 000 dinars? C'est parce que c'est pour éviter l'entassement. Parce que si vous exonérez jusqu'à 30 000 dinars et que 30 000 dinars et 1 dinar imposable, vous allez retrouver que celui qui est exonéré va dépasser celui qui n'a pas bénéficié d'augmentation. Donc, de 30 000 à 35 000 dinars, il va y avoir un système d'abattement pour éviter que ceux qui sont de moins de 30 000 dinars vont les rejoindre ou vont les dépasser. Alors, pour les adultes, parce qu'il y a des fois des officines pharmaceutiques déclarent des handicapés. Pour les handicapés, jusqu'à 40 000 dinars, donc jusqu'à 40 000 dinars, il y a un système donc d'abattement qui s'applique également pour eux. Alors, pour les valides jusqu'à 35 000, pour les handicapés jusqu'à 40 000 dinars. Donc, un système d'abattement. Sinon, jusqu'à 30 000 dinars, c'est pour tout le monde, c'est exonéré. Voilà, donc c'est quelque chose d'intéressant. C'est un peu le pouvoir d'achat des salariés, mais indirectement, par ricochet, ça va vous permettre de grignoter des choses. Ça va permettre de grignoter des choses, vous allez le constater d'ailleurs en fin d'année, vous allez donc en profiter. Une autre question, voilà donc. Oui. Les travaux au sein d'une officine dont on n'est pas le propriétaire, ça veut dire sous-location est déductible ou non? Très bien. Les travaux, voilà. Donc, vous parlez de travaux, par exemple, en dehors de la peinture, parce que la peinture, c'est déductible plus normalement du monde. Hein, c'est de la consommation, pratiquement, vous le déduisez dans l'exercice. Et imaginez que je refasse, par exemple, le plancher, je fais un mur, j'ai construit un mur, bien sûr, faites attention avec l'autorisation du propriétaire. J'améliore la surface commerciale. Ça, c'est déjà recommandé en général. Je parle ici du système comptable financier. Au contraire, tout ce qui peut entraîner des recettes supplémentaires, c'est bon. Même le fisc ne vous dira pas non. Au contraire, il vous acceptera. Sauf que quand vous achetez, par exemple, des matériaux de construction, vous demandez une facture là, le problème de la facture du bon va se poser encore. Dans certains endroits, on les accepte, dans d'autres, on ne l'accepte pas. Donc, du carrelage, je sais pas moi, vous achetez donc de la brique, etc. Normalement, c'est des bons, c'est pas des grandes quantités, c'est acceptable. Mais j'ai remarqué, dans certaines administrations, on refuse, ou bien on vous dit que c'est limité, c'est pas plus de 1000 dinars, d'autres vous diront 2000, 3000, 4000, 5000, j'en ai vu jusqu'à 15 000 dinars. Jusqu'à 15 000 dinars, donc on ne comprend pas. On ne comprend pas. L'administration fiscale doit intervenir ici pour dire voilà, ce qui passe pas. Il n'y a pas plusieurs républiques en Algérie, il n'y a qu'une seule république. Pourquoi? Ici à Tizi Ouzou, on admet jusqu'à 10 000 dinars. Ailleurs, moi j'en ai vu à Oran, certains secteurs où ils disent non, 0 dinar de déduction. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc il faut là, je pense qu'il faut régler ce problème. Il faut harmoniser la règle pour tous les territoires nationaux. Maintenant, ça c'est pour les matériaux. Il reste aussi le maçon. Vous avez le droit de recruter un maçon pour 10 jours, pour 20 jours, pour un mois. Vous le déclarez à la sécurité sociale. Et après, tout ce que le montant que vous avez octroyé à cette personne bien sûr, va être déduit. Donc, que ce soit la main-d'œuvre ou bien les travaux. Tout sera déductible. Maintenant, si vous voulez éviter tout ça, vous ramenez un artisan, il a une carte d'artisan, il vous facture, là, ça marche. Il vous facture la prestation. Si c'est une entreprise de travaux de bâtiment, ça passe aussi. Il n'y a aucune difficulté. Là, j'ai expliqué le cas le plus difficile en quelque sorte,
c'est quand vous ramenez quelqu'un, un parent, qui va vous faire des travaux, que vous allez payer, bien sûr. Il n'y a aucun problème pour le faire passer, mais il faut le déclarer pendant que vous avez intérêt à le déclarer. Il peut tomber, il peut mourir, il peut faire chute. Donc, vous avez au moins, vous allez être tranquille. Donc, tout ça, on l'appelle, c'est l'amortissement. On ne les déduit pas en une seule année. Faites attention, c'est comme l'achat d'un véhicule. L'achat d'un véhicule, on le déduit 5 ans. La construction, les travaux, tout ce qui est travaux, tout ce qui est aménagement du local de pharmacie, un tableau d'amortissement, ça peut être 10 à 15%, généralement. On admet 10 à 15%. Déductible pendant la période, 10 ans ou 15 ans. Il n'y a aucune difficulté là aussi. Oui. Donc, pour la majoration, est-ce que Oui. la majoration de la CNAS est imposable? Eh ben, la majoration, justement, c'est le problème qui est posé par tout le monde. Expliquons d'abord cette majoration. Qui dit majoration dit, en quelque sorte, une récompense. C'est parce que le pharmacien a fait quelque chose pour la classe, pour l'État. Il est récompensé à partir de cette majoration. Donc, cette majoration ne peut pas être considérée comme étant un médicament. Elle ne peut pas être considérée comme un médicament pour qu'elle bénéficie de la réfaction de 50%. On a dit tout à l'heure que la réfaction de 50%, elle ne s'applique qu'aux médicaments. Uniquement aux médicaments. Ça, c'est une majoration. Donc, sur le plan de la TAP, c'est clair. Elle est taxable à la TAP au taux de 2%. Au taux plein de 2%. Maintenant, sur le plan IRG, certains disent qu'elle est exonérée. Et c'est ce qui justifie certaines pratiques de pharmaciens qui l'excluent quand ils la reçoivent à l'encaissement, ils ne la déclarent pas. C'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? C'est simple, oui, je vais répondre sur le plan fiscal, sur le plan de la loi. C'est la loi qui va vous répondre. Il y a un article dans le Code des impôts directs, c'est l'article 13. L'article 13 du Code des impôts directs, il vous donne les exonérations en matière d'IRG. On vous cite les exonérations des contribuables qui ont créé leur pharmacie dans le cadre de l'enseigne, etc. On vous donne la liste. Et je cherche la majoration, je ne la trouve pas. Donc, raisonnement, puisqu'elle n'existe pas dans les exonérations IRG, elle est imposable. Elle est imposable. Donc, elle est imposable aussi bien à la TAP autopien qu'à l'IRG. Et croyez-moi que j'ai vu des pharmaciens qui ont été redressés sur ça. J'en ai vu. J'en ai vu. Donc, faites attention, même si vos comptables vous disent qu'il ne faut pas la taxer, suivez la voie normale, la voie légale, elle doit être taxée. Elle doit être taxée. Maintenant, on va, si vous voulez, je l'ai toujours dit à M. Bellandry, président du SNAPO, j'ai toujours dit que voilà une bonne action à faire à l'avenir. Vous pouvez demander du moment que vous faites du beau travail, le terrain. Avec la politique actuelle, vous avez le droit de demander une contrepartie. Vous allez solliciter dorénavant à ce que la majoration ne soit plus intégrée dans l'IRG, elle va être exonérée. Maintenant, si vous voulez encore plus que ça, vous voulez également une réfaction sur la majoration, là aussi c'est intéressant. Pour le moment, sachez que les services fiscaux ne se rendent pas compte que vous avez intégré dans la réfaction de 50% cette majoration. Vous pouvez continuer peut-être à le faire, mais un jour,
Vous allez voir qu'un jour, on va faire ce qu'on Monsieur Hamadou, pardon. Allez-y. Oui, comment déduire la somme des produits périmés et est-ce que les produits périmés sont déductibles? Très bien. Voilà aussi une question qui revient. Là aussi, vous allez voir que certains vont dire, mais c'est pas normal. Nous sommes devant plusieurs républiques. Certains acceptent, d'autres n'acceptent pas. J'ouvre une parenthèse pour dire, heureusement, que l'activité de pharmacien n'est pas visée par le service des impôts. Tant où j'étais dans l'administration fiscale, on nous a toujours dit que le pharmacien, c'est quelqu'un qui déclare, c'est un intellectuel, il déclare et puis il n'y a pas que ça. Tous les renseignements arrivent. Donc, c'est comme si on nous disait, laissez-les tranquilles. On ne le dit pas comme ça. Mais on comprend. Il faut chercher d'autres activités qui posent problème. Donc, dans cette situation, donc, vous avez donc le bénéfice du doute, si vous voulez, on vous laisse tranquille. Mais ce n'est pas dire que le pharmacien n'est pas vérifié. Il y a toujours dans les programmes de vérification, il y a toujours un lot de chaque activité. Vous avez trouvé des pharmaciens. Puis à chaque fois, là où je passe, on me dit, Monsieur Hamadou, je suis vérifié. Je suis vérifié, pourtant, certains nous disent qu'il y a une note au niveau des impôts qui dit que le pharmacien ne doit pas être contrôlé. J'ai toujours dit que c'est faux, elle n'existe pas cette note. Non seulement elle n'existe pas, mais elle ne peut pas exister. Elle ne peut pas exister. C'est illogique, on va remettre en cause un principe de la Constitution. C'est l'égalité des citoyens devant l'impôt. Donc, on ne peut pas faire ça. Ce qui veut dire, donc, il faut faire attention. L'administration fiscale vous voit d'un bon œil, vous croit dans vos déclarations, vous respecte. À vous également, donc, de faire, si vous voulez, le nécessaire pour que vous soyez toujours dans cette situation. Maintenant, je reviens à la question. La question, j'ai dit que certains services des impôts vous diront que ce n'est pas déductible, le périmètre. D'autres vous diront si, il n'y a aucun problème. Moi, je suis du côté de ceux qui disent il n'y a aucun problème. Mais je dois vous dire pourquoi, bien sûr. Parce qu'il ne suffit pas de dire je suis tel règle. Moi, je vous dis que normalement, le périmé est déductible. Il faut bien sûr respecter la règle. Il faut écrire à la direction des impôts. Il faut éviter d'écrire à l'inspecteur. On écrit au directeur des impôts. C'est à lui d'envoyer une équipe qui va contrôler. Quand le montant dépasse 1 million de dinars, vous allez vous retrouver avec une brigade composée d'un inspecteur local et d'un inspecteur de la direction. Quand c'est inférieur ou égal, c'est l'inspecteur local qui va se charger de faire l'opération quand il l'a fait, bien sûr. Quand il l'a fait. Donc, je vous dis pourquoi. Pourquoi c'est admis. Parce que vous avez le SCF, le système comptable financier. C'est des règles de comptabilité. Et puis, vous avez le code des impôts directs. Il n'y a aucune disposition qui vous dit que les périmés ne sont pas déductibles. Je parle de disposition légale. On reviendra à la note ou à la circulaire. Aucune disposition légale, que ce soit dans le SCF ou dans le code des impôts directs, qui vous interdit cela. Ce qui veut dire, donc, s'il n'y a pas de disposition qui remet en cause, donc c'est admis. Donc c'est admis. Voilà, si vous voulez, mon raisonnement à moi. Maintenant, le raisonnement des autres, je pense qu'il est minime. Hein. C'est pas important. Hein. Moi, je dirais, je sais pas, j'espère que je ne me trompe pas, en vous disant que la plupart des services fiscaux vous acceptent la déduction. Vous acceptent, si vous voulez, la prise en charge.
Ceux qui vous disent non, ils s'appuient sur un ancien texte de l'administration fiscale. Il faut remonter à 98. À 98, au moment où on vous a fixé cette marge de 20% qu'il faut respecter. C'est du donnant en quelque sorte. L'administration fiscale de l'époque vous dit voilà, respectez la marge de 20% de marge brute. On vous donne la marge de 20%, même si vous trouvez 21%. Mais c'est 20%. C'est bon. Moins de 20%, c'est le contrôle et c'est le redressement. Mais parallèlement, en contrepartie, on vous dit attention, si je vous donne cette marge de 20%, il ne faut pas déduire les périmètres. Mais imaginez ici, si on reste dans ce raisonnement, imaginez un instant que qu'une personne a fait, disons, une catastrophe. Il y a une catastrophe. Une catastrophe, c'est un tremblement de terre, inondation, etc. Est-ce que réellement, est-ce que c'est tout à fait normal, ce raisonnement? C'est un raisonnement, normalement, qui doit changer maintenant. Et le SNAPO va certainement faire des choses, des actions dans ce sens. Et puis, même si vous ne faites rien, la loi est de votre côté. La loi est de votre côté. Si un inspecteur vous refuse, allez-y. Allez-y à la commission de recours. Mieux encore, allez-y chez le juge. L'administration fiscale n'aura pas d'argument. Cette note devant la loi ne suffit pas. Elle ne suffit pas. Cette circulaire ne suffit pas. Parce que normalement, l'administration fiscale ne doit pas créer du droit fiscal. C'est la loi, c'est du domaine du Parlement. Donc voilà un peu pour répondre à la question. Nous avons une autre question, par rapport à l'augmentation du SNMG prévue par la LFC 2020. Est-ce que la déclaration CASNOF sera revue à la hausse ou on garde la déclaration initiale janvier 2020? Là, alors, tout ce qui est janvier, février, mars, tout ce qui est antérieur, on ne le touche pas, bien sûr. C'est que ce relèvement du SNMG va commencer à compter de juin. C'est à compter de juin, va bien sûr faire des contrôles. C'est à partir de juin. On ne touchera pas la période antérieure. Oui, bien que des fois, on a vu des inspecteurs de la classe. Des fois, on vous dit, mais non, c'est un vendeur en pharmacie. Et normalement, il doit être déclaré à 50 000 dinars, par exemple. Ce n'est qu'un exemple. Vous voyez que ce sont des raisonnements qui ne respectent pas la loi. La loi, c'est que j'ai fait un contrat de travail avec le salarié. J'ai fait c'est à l'administration de la classe de prouver que j'ai triché. Malheureusement, sur le terrain, on voit autre chose. Des fois, on vous impose un redressement. On vous impose un redressement. Mais malheureusement, le pharmacien, il ne connaît pas la loi. Et généralement, il accepte pour éviter peut-être plus tard qu'on revienne ou la raison. Moi, j'en ai vu des contribuables, des personnes, des employeurs qui ont contesté en justice et qui ont obtenu gain de cause. C'est comme à peu près comme la CASNOF. Comme la CASNOF qui vous impose des fois des chiffres. Donc la loi est claire. La loi, elle vous dit, vous avez la possibilité de payer plus qu'il en faut. Mais si vous le voulez, c'est pas à eux de vous imposer. La règle, elle dit que c'est 15% du bénéfice. La règle, elle dit aussi que si, à l'issue d'un contrôle, on constate ceci, cela, ah, d'accord, mais les contrôles, il ne peut pas les faire, il ne peut pas vérifier, il ne peut pas vérifier un bilan. On a vu pire, hein. On a vu pire, on a vu des situations où on vous dit, voilà, le bénéfice, nous allons corriger votre bilan, on va enlever les amortissements, on va enlever telle cotisation, et on va vous refaire un bénéfice. Là, c'est pas vraiment, c'est pas normal du tout. Et là aussi,
le SNAPO a du pain sur la planche. A du pain sur la planche. Vous avez la loi, elle est claire. Vous avez le décret exécutif, effectivement, qui permet à l'administration de réévaluer, mais sur des bases légales. Mais pas à choix et non, pas anarchiquement. Oui. Donc, une autre question. Monsieur Hamadou, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est mademoiselle Yahou du SNAPO. Assalama. C'est monsieur Belambri, il s'excuse auprès de l'auditoire parce qu'il y a eu un problème de connexion. Ben oui. Je vais prendre le relais pour vous poser quelques petites questions aussi. Allez-y. Il y a un pharmacien qui, c'est toujours une question qui revient, je suppose. Quelles sont les différentes charges qu'on peut déclarer? Oui, c'est d'accord. C'est tout un cours là. Hein. C'est les charges. Vous avez des charges qui sont déductibles en totalité, d'autres limitées par la loi. Je vais être rapide. Hein. Je vais être rapide parce que c'est tout un. Hein, je peux mettre très facilement une journée. Hein. Alors, les charges qui sont déductibles sans limitation, je les appelle comme ça. C'est les salaires, c'est les loyers, c'est les formations s'il y a des formations, c'est les ajouts bancaires, c'est les prestations, les différentes prestations que vous faites. Donc c'est le quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a comme charges qui sont déductibles? Vous avez la CASNOS, il n'y a pas de limite. Vous avez donc pratiquement voilà. Et par contre, les charges qui sont déductibles en partie, c'est par exemple le DAN, dont j'ai parlé tout à l'heure. Le DAN est déductible au 31/12/2019, donc le bilan de cette année. Vous avez donc 1 million de dinars, jusqu'à 1 million de dinars, pas plus. Mais à partir de 2020, ça sera jusqu'à 2 millions de dinars pour ceux qui font des dons. Ça, c'est donc pour le don. Vous avez aussi les citaires, c'est le fameux calendrier et agenda et autres. Il ne doit pas dépasser 500 dinars par unité. Vous avez également le sponsoring, les frais de sponsoring, qui ne doivent pas dépasser 10% de votre chiffre d'affaires. Donc, c'est tout ce qui est don aux associations sportives, culturelles et autres. Voilà, vous avez les déficits qui sont déductibles jusqu'à 4 ans. Voilà, globalement. Et là, je renvoie donc votre adhérent, je le renvoie à l'article 169 du Code des impôts directs et taxes assimilées qui vous donne un peu la liste de ces charges qui sont déductibles en totalité ou en partie. Par contre, il y a des charges qui ne sont pas déductibles. C'est d'abord l'IRG lui-même qui n'est pas déductible. Vous avez les frais de formation, les frais de donc, tout ce qui est de formation. Quand je dis frais de formation, je précise, c'est la taxe de formation, pardon, parce que les frais de formation, sont déductibles. C'est la taxe de formation professionnelle qui n'est pas donc déductible. Vous avez également tout ce qui est frais des véhicules de tourisme tels que l'entretien, la pièce détachée et autres. Voilà. Donc ça c'est la première question, madame. Il est passé où, madame? Aussi, est-ce qu'on pourrait nous donner une idée sur la somme maximale tolérée pour les charges? Écoutez, on ne peut pas dire, voilà, c'est tant. Sur le plan fiscal, il n'y a aucun problème. Vous apportez la justification, ça passe. Sauf que le problème va se situer peut-être au niveau du compte. Pourquoi? Parce qu'il y aura chaque année toujours des pharmaciens qui vont être vérifiés. Et chacun d'entre vous va se dire, tout le monde sauf moi. Et là, on va sélectionner peut-être ceux qui déclarent une base dérisoire, c'est-à-dire ceux qui ont des charges importantes.
ce qui est de charge importante. Donc, il y a un comportement quand même, il faut savoir, il faut quand même être un bon citoyen, il faut payer son impôt, accepter de payer son impôt. Trop d'impôts, non, mais peu d'impôts, c'est pas bon parce que ça ressemble un peu à l'évasion fiscale ou à la fraude. Vous voyez, donc aussi, ici, une autre question. Est-ce qu'on peut... Oui. Excusez-moi. Est-ce qu'on pourrait décaler les G50, s'il vous plaît? C'est une autre question d'un pharmacien sur Facebook. Ben oui, tout à l'heure, j'en ai parlé, j'ai dit que les déclarations G50 sont décalées depuis la déclaration de février jusqu'à avril. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore une autre date, il n'y a pas un report. Oui. D'accord. Et comment doit le comptable comptabiliser le bénéfice réinvesti? Une autre question d'une pharmacienne sur Facebook. Bon, vous voyez que maintenant les pharmaciens connaissent l'optimisation fiscale. Ils ont fait des exercices lors de nos sorties, donc on vous a expliqué comment on fait de l'optimisation. Vous voyez que c'est un cadeau. C'est un cadeau de l'État. C'est l'État qui vous l'accorde. Vous savez qu'il ne le fait pas. Il ne le fait pas comme ça, sans, si vous voulez, gratuitement. Si l'État vous donne un abattement de 30%, c'est parce que lui aussi il gagne. Comment il gagne? Il va gagner parce que quand vous faites un réinvestissement, vous achetez par exemple un véhicule. Ce véhicule, il lui faut un chauffeur. Et ce chauffeur, si vous le recrutez, c'est un chômeur de moins. Et puis, il n'y a pas que ça. On va créer de la richesse. Et si vous créez de la richesse pour vous, l'État aussi, qui est votre associé, il va vous prendre un peu. Vous voyez que donc l'État gagne en vous accordant cet abattement, cette réduction de l'impôt, si vous voulez, de 10%. Donc, c'est l'article 21 ici qui est visé. L'article 21 du Code des impôts directs, qui vous dit que vous avez la possibilité de demander un abattement donc de 30%. C'est énorme, un abattement de 30%. Un abattement de 30% sur un bénéfice X, ça peut être important. Sauf que vous devrez quand même réunir des conditions. Il faut justifier que vous avez fait un investissement. Autrement dit, il faut acheter équipement et non consommation, comme certains personnes le disent. Ils disent, voilà, je vais acheter des médicaments. Non, ça, c'est pas de l'investissement. C'est des stocks. Donc, il faut acheter des machines. Quand je dis des machines, bien sûr, c'est l'équipement. Ça peut être, parce que les véhicules utilitaires sont exclus. Véhicules utilitaires, ça peut être des comptoirs, ça peut être l'achat d'un local, ça peut être un réfrigérateur, ça peut être tout ce que vous pouvez avoir au niveau d'une officine pharmaceutique. Donc, il faut que ce soit un équipement, déjà. Un équipement, en plus, il faut donc le mettre dans la déclaration, le mettre dans le bilan, dans la partie, bien sûr, réinvestissement. Ça, c'est l'affaire du comptable. Et des fois, je dis bien, des fois, il faut un engagement. Des fois, il faut un engagement, des fois, non. Je vais vous dire la différence. Quand est-ce qu'on fait un engagement? Un engagement, c'est je m'engage à acquérir du matériel tel, etc. au 31, par exemple, l'année suivante. Quand vous visez l'année suivante, il y a un engagement à faire. Mais vous avez la possibilité d'éviter l'engagement. Vous faites votre réinvestissement en même temps que l'année. Nous sommes, par exemple, en 2020. Nous sommes en 2020. Je peux faire du réinvestissement à compter de janvier jusqu'au 31 décembre, sans que je sois obligé de faire un engagement. À la fin de l'année, je donne les factures à l'inspecteur et qu'il les accepte. Et moi, dans ma déclaration, je profite de 30% d'abattement.
Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a un pharmacien qui ne fait pas de réinvestissement dans... Tout le monde fait du réinvestissement. Sauf que on ne fait pas attention. Et il y a aussi certains qui vous disent, ah, je ne sais pas, je n'ai pas compris pourquoi, d'où ça vient, ce raisonnement. Il y a certains qui me disent, si je bénéficie de l'abattement de 30%, je vais perdre l'amortissement. Mais quelle est cette disposition qui le dit? Il n'y a aucune disposition dans le code des impôts. Donc, c'est les deux à la fois. Non seulement je bénéficie de l'abattement, mais également je profite de l'amortissement. Voilà ce qu'il faut donc retenir. Et vous avez donc l'article 21 qui est toujours là, qui peut s'appliquer. Donc, faites attention. Alors, pour ceux qui veulent faire un engagement, ça sera sur l'exercice 2019 et ils vont faire l'investissement en 2020. Donc, faites attention. Au 30 juin, au moment du dépôt du bilan, il faut mettre l'engagement de l'investir à l'intérieur. Et faites attention, demandez à l'inspecteur un accusé de réception, non seulement sur le bilan, mais également sur la demande d'abattement. Voilà. Monsieur Hamedou, il y a un pharmacien qui vous demande, est-ce que vous allez publier bientôt un recueil sur toutes ces articles, ces lois par rapport aux finances? Tout le monde attend Oui. ce recueil. Effectivement, là, je ne sais pas si ça parle, parce que je suis en train de faire un livre, un ouvrage, c'est vrai, mais je dirais qu'il n'est pas destiné aux pharmaciens, parce que quand je vous dis de faire votre fiscalité vous-même, de la faire, du moins dans les décisions, je ne vous demande pas de changer de métier, je ne vous demande pas d'être comptable, de fiscaliste, loin de là. Donc, si je fais cet ouvrage, je le fais beaucoup plus pour les comptables, beaucoup plus pour les étudiants à moi, beaucoup plus pour d'autres actifs, des économistes, etc., des entreprises. Par contre, si j'ai bien compris la question, peut-être qu'il vise les fascicules que je fais. Je fais des fascicules, je les actualise, il n'y a aucun problème. On va encore continuer à les faire et on vous les donnera, bien sûr, lors des rencontres que nous aurons, Inch'Allah, plus tard. Une question aussi d'une pharmacienne. Oui. Pour les pharmaciens qui ont choisi de se lancer dans l'enseigne, est-ce que les charges de l'aménagement seront déclarées? Les charges de l'aménagement, c'est-à-dire donc tout ce qu'ils ont fait par le passé. Tout ce qu'ils ont fait par le passé, oui. Vous voyez que normalement, non, on n'a pas le droit de les déduire. Normalement. Mais en pratique, on les déduit. En pratique, vous savez que c'est le concept de frais préliminaires que le SCF a éliminé. En pratique, j'ai remarqué, tous les comptables le font. Eh ben, c'est un amortissement de départ. Généralement, il n'y a pas de contrôle au départ. Quand vous démarrez votre activité, il faut attendre 4, 5 ans, 6 ans pour pouvoir être programmé. Et là, la prescription, bien sûr, va faire le reste. C'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, ça y est, l'inspecteur ne pourra plus vous réclamer telle ou telle chose. Donc, il faut voir avec votre comptable. Normalement, théoriquement, non. Moi, si je vous attendais de moi la règle, je vous la donne normalement. Quelqu'un qui est à l'enseigne et qui a fait des frais si vous voulez, préliminaires, il ne passe pas. Mais sinon, les autres frais, tout passe. Tout ce qu'il aura acheté en même temps que son activité passe. C'est des amortissements. Je ne sais pas, peut-être qu'il vise les travaux, peut-être qu'il a construit ou la haja. C'est difficile à le faire passer parce que vous risquez déjà de tomber dans le déficit déjà. Hein. Bien que le déficit est déductible, hein, faut le dire, surtout pour les premières années. Surtout pour les premières années. Je vois à peu près ce qu'il vise, ce qu'il veut dire. Il voulait tout simplement dire, parce que quand on parle de frais importants, quand on fait un bilan, on est dans le déficit. Première année, deuxième année, il n'y a aucun problème. Même s'il s'agit d'une pharmacie, il n'y a aucun problème. Généralement, on a beaucoup de frais au démarrage. Voilà. Madame?
Je crois qu'il n'y a plus de questions, Monsieur Hamadou. Eh ben voilà, ben, c'est bien. Donc déjà, vous avez Voilà, déjà posé c'était beaucoup de vraiment questions. C'est déjà bien. exactement. On a passé presque 1 heure et demie. Ben oui. On ne se lasse Ouais. pas de vous entendre. Ben, je vais peut-être rajouter, si vous permettez, quelque chose dans la loi de finances. C'est un peu un impôt sur la fortune qui n'a rien à voir avec la fiscalité de la pharmacie, mais qui peut concerner le pharmacien. Et en pratique, généralement, ils sont touchés les pharmaciens. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Ils sont visés, je ne sais pas. C'est parce qu'ils sont imprudents aussi, hein, faut le dire. Parce que maintenant, la loi de finances complémentaire a changé un peu la loi sur en ce qui concerne cet impôt. Il s'appelle plus l'impôt sur le patrimoine. Maintenant, il s'appelle l'impôt sur la fortune. Et quand on parle de fortune, ça concerne tout. Ça concerne tout ce qu'on peut avoir, comme argent ou autre. Bon, c'est vrai que la loi de finances complémentaire, elle a changé un peu les choses. Elle a éliminé certaines choses qu'on a vues déjà dans la loi de finances initiale. Mais il y a des changements. Au niveau du barème, déjà, il y a un changement. Avant, dans la loi de finances initiale, on applique 1 pour 1000. Ça veut dire c'est le montant, si vous voulez, de ce que vous possédez, le montant de ce que vous possédez fois 0,1% ou bien fois 1 divisé par 1000. Ça, c'est un peu la disposition, l'ancienne disposition. La nouvelle loi, elle a changé les taux. On est revenu au barème progressif. Donc, il y a c'est des taux. Donc, il faut savoir que on est imposable à l'impôt sur la fortune quand vous dépassez 100 millions de dinars. C'est-à-dire quand vous dépassez 1 milliard de centimes de patrimoine, vous êtes donc touché par donc au-delà de 100 millions de dinars, vous allez payer 0,15%. Puis il y a un autre taux qui va intervenir pour les sommes qui montent, 0,25, 0,35, 0,5, puis 1%. Pour des sommes importantes. Il faut savoir également que la villa, la résidence principale, ne compte pas. À moins que, et ça c'est le changement avec l'ancienne loi, à moins que vous avez une villa qui dépasse 450 millions de dinars. Si votre villa, votre maison individuelle dépasse 450 millions de dinars, elle ne sera pas exonérée. Si c'est moins de 450 millions de dinars, la résidence principale ne compte pas. Voilà la règle. Elle ne compte pas la règle. C'est la règle, donc il faut savoir. La déclaration, elle redevient tous les. Donc si on vous envoie un imprimé qui parle d'impôt sur la fortune, moi je vous conseille de remplir l'imprimé, parce que le fait de ne pas le remplir vous expose à une taxation d'office. Parce que l'inspecteur a la possibilité de réévaluer éventuellement le patrimoine que vous avez. Vous avez intérêt à le déclarer, vous déclarez un montant inférieur à 100 millions de dinars. Et pour Abad, s'il veut changer, s'il veut rectifier la déclaration, il doit justifier. Vous voyez, donc des fois, ils vont mieux faire cette déclaration. Vous avez un patrimoine inférieur à 100 millions de dinars, vous n'êtes concerné par l'impôt. Et s'il le fait, là, vous avez des voies de recours en votre faveur. Il faut savoir que les biens loués ne font pas partie du patrimoine imposable. Les biens loués, c'est-à-dire, vous avez une maison que vous avez louée, elle ne compte pas. Vous avez un terrain sur les maisons, vous les louez comme ça, elles ne sont pas incluses. Vous avez un terrain que vous avez loué. Vous avez un local que vous avez loué. Donc, tout ça ne rentre pas dans l'imposable. Voilà. Dans l'ancienne loi, enfin, l'ancienne loi, c'est la loi de finances 2020, initiale. L'initiale, on allait même taxer les comptes bancaires. Heureusement que cette nouvelle loi a changé les choses. Donc, même si vous avez en banque, n'ayez aucune crainte. On avait même parlé des bijoux.
on doit taxer les bijoux, etc. Donc, on a éliminé tout ça, tous les superflus. Donc, on l'a éliminé et on a laissé uniquement ce qu'il faut mettre. Voilà donc ce qu'il y a. Bien que la loi de finances complémentaire n'est pas encore publiée, vous voyez, ce sont des extraits qu'on vous a tirés comme ça, parce que normalement, il faut attendre à ce qu'elle soit publiée pour pouvoir en parler. Monsieur Hamadou, oui. On va bientôt terminer. Je vais vous poser une dernière question, excusez-moi. Il y a une question qui revient souvent et je sais que ça va prendre beaucoup de temps, mais si vous pouvez résumer en 2 petites minutes, comment le pharmacien peut éviter un redressement? Très bien. Ah ben, comment il peut éviter un redressement? Vous voyez que déjà, quand on parle de redressement, ça veut dire que on remet à sa place une personne. Ça veut dire que là, dépassé peut-être les limites, ou bien elle a fait des choses qu'il fallait pas faire. Vous voyez que c'est vrai que vous allez me dire que c'est pas aussi facile que ça, parce que la réponse normalement, pour éviter un redressement, il faut être correct, c'est-à-dire il faut faire ses déclarations correctement. Ça veut dire qu'il faut respecter ses obligations fiscales. Les obligations fiscales, c'est le fait de respecter les délais de dépôt des déclarations. Vous allez éviter également des situations de non-taxation, par exemple. On en a parlé tout à l'heure de la ristourne. Moi, j'ai vu des pharmaciens qui ont reçu des comment on appelle ça, des ristournes par chèque de leur fournisseur, et ils les ont tout simplement encaissés dans un compte personnel. Donc ils ne sont pas taxés. Vous voyez que là, il y a un redressement ici automatiquement. Il y a un redressement automatiquement ici. Donc, pour éviter un redressement, il faut respecter la loi. Et croyez-moi que la loi, elle contient beaucoup d'optimisation. On en a parlé tout à l'heure, d'optimisation. On a vu les cadres, vous connaissez la loi, vous avez l'abattement de 30%, vous avez la déductibilité des périmés, les charges, etc. Vous déclarez un salaire réellement, bien sûr, vous déduisez tout, parce que sinon, si vous savez que le barème de l'IRG, c'est un barème, son maximum, c'est 35% à partir de 1 440 000. Donc, c'est vous dire que 1 440 000 dinars pour un pharmacien, c'est zéro. Ça dépasse largement. Donc, vous êtes touché, vous êtes en plein vous, 35%, c'est l'équivalent d'un tiers que vous prend le fisc. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai utilisé le terme d'associé. L'administration, elle est associée. Sauf que c'est un mauvais associé. Pourquoi? Parce que il vous attend, et à chaque fois que vous commettez une faute, et il prend son bâton, il vous mate. Non seulement vous allez lui payer ses dividendes en matière d'IRG, également, il vous réclamera des pénalités, ce qui va faire augmenter sa part du gâteau. Au lieu de 35, ce sera plus. Donc, vous voyez, donc, respecter la loi, c'est déjà bien. Et puis, je demanderai au SNAPO de faire des actions. Il y a une nouvelle direction au niveau de l'administration fiscale. Il faut en profiter. La directrice générale, elle est compréhensive, croyez-moi, elle pourra vraiment vous aider si vous voulez, par exemple, à régler ce problème de la majoration. Tout le monde parle. Donc, il faut absolument donc retrousser les manches pour pouvoir réussir cette action et apporter encore de l'optimisation. Voilà. Je ne sais pas s'il y a pas de... Voilà, moi, je vous remercie pour m'avoir donc supporté pendant combien de temps. Voilà, Inch'Allah, on se reverra. Merci beaucoup, monsieur Hamidou. Voilà, c'est moi qui vous remercie également. Et un bonjour à tous les pharmaciens d'Algérie. Et croyez-moi, donc, on aura l'occasion de se revoir. Et ce sera donc, on dira que en réalité, le coronavirus n'est qu'un mauvais souvenir. Voilà. Une fois, merci. À la prochaine. Voilà.
On est à votre disposition pour, Euh, même si vous avez des questions, ça, vous pouvez nous contacter, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, Monsieur Hamadou. Justement, je viens Voilà. de publier sur le volet discussion. Donc, nous aurons prochainement, d'ici demain, le lien pour le replay, pour la rediffusion du webinaire. Et ils auront aussi le volet questions. Ils pourront même laisser leurs questions. Et après, on pourra y répondre dans les meilleurs délais. Voilà, exact. Voilà. Encore une fois, merci. Donc, et au nom du, oui. Allez-y, oui. je remercie Infamedis et de nous avoir donné cet espace d'échange. C'était vraiment plein d'informations. Merci beaucoup, Monsieur Hamadou. Voilà, merci à vous aussi. À la prochaine, Inch'Allah. Merci. Inch'Allah. Merci à vous aussi, Madame Yahou. Merci à l'ensemble des membres du SNAPO. Merci à l'ensemble des présents. Donc, je vous remercie pour votre assiduité. Et comme je vous ai dit, vous aurez après le lien de la rediffusion. Et après également, nous laisser vos questions. Donc, je vous remercie et bon week-end. Merci, à très bientôt. À très bientôt.